Au cours de ces dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler du projet de l'Académie de la Lune. Dans la première partie de cette enquête, nous avons vu comment ce projet construit un récit séduisant. Une école de magie inclusive, avec un cursus de plusieurs années, des rituels, des maisons, et même une certification à la clé. Mais derrière cette histoire, il reste une question essentielle. Qu'est-ce que cela implique concrètement sur le plan légal, et surtout, pour celles et ceux qui se sont inscrits ou envisagent de le faire, quel serait le recours possible en cas de manquement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser un point fondamental. Cette vidéo n'a pas pour but de harceler qui que ce soit. Aucun nom n'est cité volontairement. Tout ce qui est dit ici s'entend au conditionnel. Il ne s'agit pas d'accusation, mais d'une analyse de points où il serait utile d'apporter des explications ou des garanties supplémentaires. Je ne suis pas avocate et je recommande à toute personne concernée de consulter un conseil juridique qualifié. L'objectif de cette vidéo est purement pédagogique et informatif. Officiellement, la micro-entreprise qui gère l'académie est déclarée comme éditeur de journaux. Pourtant, sur son site, elle se présente comme une école. Elle décrit des cursus, des examens et une certification. En droit, cela pourrait être qualifié d'activité de formation professionnelle. Or, toute activité de formation doit être déclarée auprès de la DRETS et obtenir un numéro d'enregistrement spécifique. Code du travail, article L 6351-1. Sans cette déclaration, l'académie s'expose à une requalification en organisme de formation non déclaré, avec des sanctions à la clé. Et surtout, les élèves ne bénéficient d'aucune garantie officielle. Pas de reconnaissance, pas de recours auprès de l'État en cas de problème. Ici, la loi ne cherche pas à freiner l'initiative privée, mais à encadrer les formations pour protéger les apprenants. Et cette première zone d'ombre n'est pas la seule, car au-delà du statut, c'est aussi dans les conditions générales de vente que des manques importants apparaissent. Les conditions générales de vente sont la base de toute relation commerciale. Elles doivent préciser ce que l'élève achète exactement, dans quel délai le service sera rendu, comment fonctionne le droit de rétractation, comment se passe un remboursement. Ici, beaucoup de ces mentions manquent. Par exemple, rien n'indique de façon claire le contenu des services numériques, ni les cas où le droit de rétractation pourrait être limité, comme le prévoit le Code de la consommation à l'article L 221-28. Rien n'explique non plus que le remboursement doit se faire par le même moyen de paiement, ce qu'impose pourtant la loi, article L 221-24. L'absence de ces précisions peut être vue comme un manquement à l'obligation d'information précontractuelle, articles L 111-1 et L 221-5 du Code de la consommation. Conséquence, en cas de conflit, l'académie comme les élèves seraient dans un flou juridique, et souvent ce flou juridique se retourne contre le vendeur. Et ce flou juridique devient encore plus préoccupant quand on aborde les questions de certification et de débouchés. Sur le site, on lit que l'académie délivre une certification après 3 à 5 ans d'études. Mais juridiquement, le mot certification a un sens précis. Il renvoie à des titres enregistrés au ANCP via France Compétences. Utiliser ce terme hors de ce cadre pourrait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Code de la consommation, articles L 121-2 et L 121-3. Même chose pour certains débouchés présentés. Praticiens en soins énergétiques, astrologues, accompagnants spirituels. Certains pourraient se rapprocher de professions réglementées. Par exemple, pratiquer un soin qui ressemble à un diagnostic ou à un traitement pourrait être qualifié d'exercice illégal de la médecine, Code de la santé publique, article L 4161-1. C'est aussi valable pour la psychologie ou la médecine vétérinaire protégée par la loi. Autrement dit, les élèves peuvent croire qu'ils obtiennent un titre ouvrant vers un métier, alors qu'en réalité, le titre n'est pas reconnu légalement. Et si les cours eux-mêmes sont exempts de tout contenu qui pourrait ressembler à un diagnostic ou à un traitement médical, il serait essentiel pour protéger aussi bien l'académie que les élèves que la pédagogie insiste clairement sur ce point. La pratique future doit, elle aussi, rester exempte de toute confusion avec les professions de santé réglementées. Et l'encadrement juridique pose aussi un problème bien en amont, dès l'étape des admissions et des bourses. L'académie met en avant une admission sélective, avec un entretien vocal obligatoire. Pour les mineurs de 16 ou 17 ans, une autorisation parentale est demandée, mais son cadre écrit précis. Ici encore, le droit est clair. Un mineur ne peut s'engager contractuellement sans la signature de ses représentants légaux. Code civil, article 1146. Sans document à télécharger et signer, l'admission serait juridiquement fragile. La sélection sur motivation pose aussi question. En droit français, l'absence de critères transparents peut être rapprochée d'une discrimination potentielle. Code pénal, article 225-1. Même si ce n'est pas forcément volontaire. Quant aux bourses, elles sont présentées comme très généreuses, jusqu'à 5 ans gratuits. Mais aucun règlement n'est publié sur le nombre, les critères ou la procédure. Or, une omission d'informations essentielles peut être assimilée à une infraction. Code de la consommation, articles L 111-1 et L 221-5. Enfin,
Annoncer les résultats d'admission publiquement sur Instagram pose une question de confidentialité. Les données personnelles doivent être protégées, RGPD article 5 et 12 à 22. Publier ce type de résultats sur un réseau social pourrait être vu comme une violation de ces obligations. Et puisqu'on parle de données, abordons directement la manière dont elles sont collectées et protégées. Les inscriptions se font via un formulaire Google, et les cours ont lieu sur Discord. Concrètement, cela veut dire que les données des élèves transitent par des entreprises américaines avec transfert hors de l'Union européenne. Le RGPD prévoit que ce type de transfert doit être encadré et clairement signalé aux utilisateurs, article 28 et suivant, ainsi que les règles sur les transferts internationaux. Dans les mentions légales, rien n'indique la base du traitement, article 6 du RGPD, ni la durée de conservation des données, ni la liste des sous-traitants. Aucun délégué à la protection des données n'est mentionné. Et même le bandeau de consentement aux cookies, obligatoire selon la CNIL, est absent. Ici encore, l'académie s'expose à des sanctions, mais surtout, les élèves ne savent pas vraiment ce qu'il advient de leurs informations personnelles. Et ce n'est pas le seul terrain juridique sensible, la propriété intellectuelle soulève aussi des questions importantes. Les images générées par intelligence artificielle. Le site affirme que ces visuels appartiennent à l'académie et sont protégés. Juridiquement, ce n'est pas si simple. En droit français comme européen, une œuvre n'est protégée que si elle résulte d'une création humaine originale. Code de la propriété intellectuelle, article L111-1. Or, une image générée par IA ne peut pas être considérée comme une œuvre protégée par le droit d'auteur. Cela veut dire qu'affirmer une exclusivité sur ce type de contenu peut être contesté. Au contraire, cette revendication pourrait fragiliser l'académie en cas de litige, notamment si un tiers affirme que l'IA a utilisé ses propres créations comme base d'apprentissage. À cela s'ajoute la question du nom même de l'académie, Académie de la Lune. Des recherches montrent qu'il existe déjà des marques déposées proches, et que des œuvres culturelles notoires, comme Little Witch Academia, pourraient créer une confusion. Utiliser un nom déjà exploité expose l'académie à plusieurs risques juridiques. D'abord en matière de propriété intellectuelle, puisque le Code de la propriété intellectuelle interdit l'usage d'une marque antérieure déposée, article L713-2, et prévoit des sanctions en cas de contrefaçon, pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, article L716-9. Ensuite, même en l'absence de marque enregistrée, l'usage d'un nom proche peut être poursuivi sur le terrain civil au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique, Code civil, article 1240. Autrement dit, l'académie pourrait être attaquée aussi bien devant les juridictions civiles que pénales. Pour sécuriser le projet, une vérification approfondie et un dépôt de marque auprès de l'INPI sont indispensables, faute de quoi une action en opposition ou en contrefaçon pourrait être engagée à tout moment. Face à tous ces risques potentiels, une question revient sans cesse: que peuvent faire les élèves qui se sentent lésés? Si je me suis inscrit, est-ce que j'ai des recours? La réponse est oui. La loi prévoit plusieurs protections pour les consommateurs. D'abord, un droit de rétractation, valable 14 jours après l'inscription, sans justification. Code de la consommation, article L221-18. La possibilité de demander la résolution du contrat si le service n'est pas délivré comme promis. Le remboursement, qui doit être effectué par le même moyen de paiement. L'accès à une médiation gratuite avant tout procès, qui est un droit garanti par l'article L612-1 du Code de la consommation. Les pratiques commerciales trompeuses peuvent être signalées à la DGCCRF, et en cas de problème sur les données personnelles, un recours est possible auprès de la CNIL. Ces protections ne signifient pas que tout litige est gagné d'avance. Elles offrent des leviers concrets aux élèves pour ne pas se retrouver totalement démunis. Et c'est là qu'on peut conclure, le droit ne sert pas seulement à sanctionner, mais aussi à sécuriser un projet pour qu'il puisse grandir. Derrière le récit séduisant de l'Académie de la Lune, il y a des zones d'ombre juridiques. Pour les élèves, le risque est de payer pour des promesses intenables ou trompeuses. Pour la fondatrice et l'académie, le risque est de voir le projet requalifié en organisme de formation, ou d'être poursuivi pour des pratiques commerciales trompeuses ou violation du RGPD, avec un risque accru sous statut de micro-entreprise auquel il faudrait préférer un statut de URL, SARL ou SAS. Mais cette enquête n'a pas pour but de condamner sans appel. J'espère que le double regard proposé dans ces deux parties, d'abord sur le récit et le storywriting, ensuite sur le cadre légal, pourra servir à améliorer le projet. Qu'un jour, en lieu et place de cette académie encore instable, on voit naître une véritable école officiellement déclarée, solide et florissante. Une école où la richesse des traditions ésotériques peut s'épanouir dans un cadre légal clair et protecteur, permettant aux élèves d'apprendre en toute sécurité et à l'équipe pédagogique de transmettre avec sérénité. J'espère que cette enquête vous aura plu. Si ce projet évolue, je ferai une vidéo de mise à jour, bien évidemment.
D'ici là, j'espère vous retrouver sur mes prochains contenus. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À très bientôt.